Bien, bonsoir à tous et à toutes et merci à Élise de cette présentation. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je donne une conférence dans le cadre des secrets de miel. Mais mon premier secret, c'est que ce matin, j'ai pris mon énergie vitale. Du miel, de la propolis, de la gelée royale, une bonne petite mixture. Et avec ça, je suis en pleine forme. Mais j'ai aussi pris un peu de propolis pour avoir une bonne voix, pour que tout ce que j'ai à vous dire sur les produits de la ruche puisse véritablement rentrer dans votre hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est la zone de la mémoire, de telle façon que vous puissiez reporter à d'autres, car mon objectif, c'est que des conférences comme celle-là, il faut les donner dans toutes les régions de France, puisqu'on ne va plus parler des départements, mais dans toutes les régions de France pour valoriser une profession extraordinaire qui s'appelle l'apiculteur, lequel doit être considéré aujourd'hui, dans la mesure où il est d'accord, personnellement, dans son travail, comme un apithérapeute. Ça veut dire qu'il a un rôle médical à jouer, mais pour faire comprendre ça aux autorités de notre pays dans le domaine de la santé, il faudra beaucoup d'abeilles, non pas pour les piquer, mais beaucoup de produits de la ruche pour leur donner de la douceur dans leur propre hippocampe. Mais ces produits de la ruche, on a tous entendu parler. On sait tous qu'il y a le miel. Et tout de suite on dit « Ah, je suis diabétique, je ne peux pas toucher au miel ». C'est faux. Puis on sait qu'il y a le venin, ça pique, ça donne des allergies, c'est dangereux. Et immédiatement, on en a peur. Alors que l'abeille, il faut lui parler. C'est vrai qu'elle a moins de neurones que nous, mais elle nous écoute. Si on est gentil avec elle, elle ne pique pas. Mais si on l'agresse, elle nous pique. Normal. Puis, on sait qu'il y a la gelée royale. Alors ça, c'est presque politique. Royale. Mais gelée, c'est quoi la gelée royale? Vous allez voir, c'est fabuleux. Puis on sait qu'il y a les pollens, mais on dit les pollens, ah oui, mais c'est la période du printemps, il y a les allergies, on confond tout. Puis il y a la propolis. Alors dans le sud de la France, on dit quesaco. La propolis. Bien, vous allez voir que tous les produits de la ruche sont extrêmement intéressants pour notre santé. Et je suis heureux que, pour la première fois, il y ait une jeune équipe qui se lance et qui puisse filmer totalement cette conférence pour qu'elle puisse être distribuée partout. Et ça, c'est très important, que les enfants écoutent tous ces messages, qui sont des messages de santé qui, en plus, sont des économies considérables pour notre sécurité sociale. Encore aujourd'hui, le budget est à 12 milliards en négatif, alors qu'on pourrait être à l'équilibre. Mais pour être à l'équilibre, eh bien, il faut savoir justement ce que les produits de la ruche sont capables de nous apporter. Les abeilles, elles étaient là des millions d'années avant nous. Et aujourd'hui, attention, que nous ne soyons pas à l'origine, nous les humains, de leur disparition. On a fait dire à Einstein, Albert Einstein, une phrase qui est peut-être de lui, peu importe, même si c'est discutable. Il a dit, lorsque les abeilles disparaîtront, il restera 4 ans à l'humanité. Ce n'est pas vrai, bien sûr. C'est une image. Mais une image quand même inquiétante. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'apiculteur vous dit, eh bien, l'année dernière, j'ai perdu 30% de mon cheptel. Imaginez un agriculteur qui aurait des vaches, des chèvres ou des brebis et qui vous dirait l'année dernière, j'ai perdu 30% de mon cheptel. C'est quand même pas rien. Or, on sait aujourd'hui parfaitement le pourquoi de ces pertes.
2 mots, agriculture, productiviste. Je pense que l'agriculteur, l'apiculteur, peuvent être les premiers acteurs de notre santé. Et je mettrai l'apiculteur avant même l'agriculteur. Parce que tous les petits mots, nous allons le voir, de la vie courante, peuvent être traités par les produits de la ruche. Et parce que aussi l'agriculteur, il peut être le premier acteur de ma santé. S'il me donne un produit plein de pesticides, je serai malade. Et j'irai dans les hôpitaux, et je connais trop, en tant que chirurgien et cancérologue, le problème du cancer aujourd'hui. Un véritable fléau social. En 1972, c'était Nixon qui avait dit « Le cancer, dans 5 ans, on n'en parle plus ». Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et donc, il faut bien se rendre compte que les abeilles sont devenues aujourd'hui les sentinelles de notre environnement. Sentinelles de notre environnement. Ça veut dire que nous devons les observer et qu'elles peuvent nous parler et nous faire passer des messages extrêmement puissants concernant nos modes de vie, concernant ce que nous vivons et qui peut nous être imposé alors que nous ne le souhaitons pas. Lorsque nous consommons sans le savoir par voie respiratoire ou par voie digestive des pesticides, on ne le sait pas, sauf que quand on les dose dans le sang, on nous les trouve, y compris dans le cordon ombilical qui ramène le sang de la maman vers le bébé et qui est un sang différent. Mais si le groupe sanguin du bébé est différent de celui de la maman, le pesticide que la maman a pris, elle l'envoie malheureusement à son bébé. Alors on va procéder par ordre. Et nous allons commencer par le miel. Les miels, bien sûr. Attention, je ne parle pas du miel de Chine. Laissez-le aux Chinois. Je parle du miel de chez vous, du miel de proximité. Et si possible, du miel dont vous connaissez l'apiculteur, qui se régale de faire venir ce produit fabuleux qui est le meilleur de tous les sucres. Le meilleur de tous les sucres. Ce n'est pas Saint-Louis. Laissez-le à Saint-Louis. Ce n'est même pas le sucre de canne. C'est le sucre qui est dans le miel. Évidemment, je ne vais pas vous conseiller de le prendre à la louche. Mais moi, tous les matins, quand je prends mon chocolat, il n'est pas au lait. C'est du chocolat à 70% qui est concentré, qui est bio. Je le mélange bien, je le touille bien, et puis quand il a commencé à refroidir, j'ajoute le miel pour ne pas abîmer les qualités nutritionnelles du miel. Donc, oui, c'est le meilleur de tous les sucres. Mais attention, le miel ne contient pas que du sucre. On aurait tendance à dire, bon, bah oui, il y a du sucre. Quel sucre? Vous avez 2 miels en particulier qui sont intéressants, en particulier pour le diabétique. Celui qui, lorsqu'il prend trop de sucre, mais surtout du pain blanc, des produits laitiers, le yaourt. Je vous dirai quand est-ce que je le prescris. Bon, je vous le dis tout de suite. La veille du départ dans l'au-delà. Vous voyez? Donc là, au moins, vous êtes fixé. Et le jour où mon épouse va m'offrir un yaya, je saurai que le lendemain, je vais m'envoler. Non, ce n'est pas pour demain. On verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le miel? Eh bien, dans 2 types de miel que sont acacia et châtaignier. Et nous sommes ici en Périgord et j'ai vu des châtaigniers partout. Eh bien, vous avez du très bon sucre qu'on appelle le fructose. Et ce fructose, vous avez jusqu'à la concentration de 60%, excellent pour notre système nerveux central. C'est-à-dire pour la mémorisation, pour les bonnes décisions à prendre, pour notre moelle épinière, c'est-à-dire la qualité des actes que nous devons mener. Et lorsqu'on opère quelqu'un, il ne faut pas se tromper avec les ciseaux ou le bistouri, et quels que soient les métiers que nous pouvons avoir. Donc,
fructose. Or, ce fructose, c'est le sucre qui est dans les fruits. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais j'ai vu chez le pharmacien qu'il y avait aussi du fructose en poudre. Laissez-le lui. Il vaut que dalle. Et ce fructose du pharmacien, c'est compliqué à expliquer, mais ceux qui le souhaiteraient, je vous l'expliquerai en détail. Il vous donnera la goutte. Il vous donnera des taux d'acide urique élevés, mais pas le fructose des fruits, pas le fructose de ces miels, acacia et châtaignier. Évidemment, ça apporte des calories. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus de ce fructose et du glucose? 60% de fructose, 40% de glucose. Il y a des minéraux. Lesquels? Potassium, nécessaire pour, pas simplement le cerveau, mais le cœur. Et pour que le cœur envoie vers notre cerveau la quantité de sang dont le cerveau a besoin pour fonctionner correctement. 47 mg pour 100 g de potassium. Du fer, 0,5 mg, nécessaire pour les globules rouges et l'oxygénation. Le calcium, pour avoir des os solides. Et le meilleur de tous les calciums au passage, ce n'est pas le calcium qui est dans les produits laitiers, c'est le calcium végétal. Celui-là, si vous mastiquez bien votre aliment végétal, il sera absorbé jusqu'à 75% par votre tube digestif, alors que le calcium des produits animaux est absorbé qu'à 30% maximum. Donc il est logique qu'il y ait 4 fois plus de calcium dans le lait de la vache pour son veau, puisqu'en une année, il prendra 365 kilos. Alors que le petit humain, il en prend 5. La petite Rose, la fille d'Élise, qui a 3 mois, dans un an, elle aura pris 4 ou 5 kilos. Mais par le lait de sa maman, elle a du bon calcium qu'elle absorbe complètement. Évidemment, elle n'a pas besoin de 4 fois trop de calcium, parce qu'elle n'a pas besoin de devenir un squelette de veau, encore moins un cerveau de veau. Parce qu'en plus, dans le lait de sa maman, qui va consommer des bons produits de la ruche, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des facteurs de croissance pour le cerveau de la petite Rose, qui va commencer à reconnaître maman, évidemment, les frères, les sœurs, etc., les grands-parents, qui va commencer à parler, qui va commencer à agir de façon adroite avec les couleurs et les jeux. Il y a aussi dans le miel du magnésium. Et souvent, on vous dit, prenez du magné-B6, vous êtes énervé, vous ne supportez pas votre voisin. Bien, vous en avez dans le miel. Et vous en avez du phosphore pour phosphorer, c'est-à-dire pour faire fonctionner votre cerveau. Et savez-vous que celui qui le premier a atteint l'Everest en 1953, c'est-à-dire il est arrivé au sommet du monde, 8846 mètres, eh bien, Edmond Hillary était un apiculteur de Nouvelle-Zélande. Un apiculteur. C'était certes un montagnard. Mais avec quoi et quelle énergie a-t-il eu en 1953? C'était pas comme aujourd'hui avec, toutes guillemets, les facilités que peuvent donner les modifications de la préparation sportive. En plus des minéraux, nous avons des oligo-éléments. C'est quoi? Les oligo-éléments, ce sont des produits qui sont à très petite dose, homéopathiques, et dont nous avons besoin. Le cuivre, le manganèse, la silice, le soufre, le zinc pour la cicatrisation. Souvenez-vous, cicatrisation, nous allons voir que le miel, il y a des pansements au miel. Il y a aussi dans le miel des vitamines. Ah, je ne savais pas lesquelles. Toutes les B, sauf la 12. Nous avons une douzaine de vitamines B. La 12 n'est pas dans le miel, c'est vrai, mais il y en a quand même, toutes les autres y sont. Et toutes les B sont nécessaires à notre système nerveux central. Mais il y a aussi de la D. Ah, mais on me dit qu'il faut que je prenne de la vitamine D parce que je manque de vitamine D. Attention, prudence. On a paramétré le taux de vitamine D tellement haut que les gens se retrouvent au-dessous, alors il faut absolument en apporter sous forme d'UV-dose. Mais nous sommes comme la cigale et la fourmi, c'est-à-dire que l'été, quand il y a du soleil, pendant plusieurs mois, nous prenons et nous captons par notre peau de la vitamine D que nous fabriquons. 90% de notre vitamine D, c'est grâce au soleil.
Et ce que nous préparons l'été, ben c'est pour l'hiver. C'est la cigale et la fourmi. Et quand je vois, récemment, j'étais au Maroc pour des conférences, et que là-bas, on me fait croire que les Marocains manquent de vitamine D, ils ont le soleil le jour, la nuit, comme nous à Montpellier. Par contre, je leur ai démontré par A plus B qu'est-ce qu'ils étaient contents, et on a bien rigolé, que j'étais totalement opposé à la burqa. Évidemment. Parce que la femme qui est grillagée ne prend pas le soleil et qu'elle peut qu'être en carence de vitamine D. Donc, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des flavonoïdes. C'est quoi? Ce sont des antioxydants, anti-vieillissement, anti-cancer. Ces flavonoïdes, anti-vieillissement, antioxydants, ça veut dire quoi? Eh bien oui, lorsque je vieillis, je m'oxyde. Exactement comme un portail qui subit les intempéries des temps et des années et qui finit par rouiller. Et lorsque vous décidez de changer la peinture, vous grattez la rouille et puis vous mettez, autrefois on mettait une peinture rouge ou orangée qu'on appelait le minium avant de mettre la couleur de son choix. Eh bien, dans le miel, il y a des flavonoïdes et ces flavonoïdes sont extrêmement intéressants comme antioxydants, mais ils ont aussi des actions antivirales. Antivirales. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on me parle tout le temps du virus de la grippe. On me propose de faire vacciner toute la famille. Et vous savez que quand il y a eu H1N1, H1N2, etc., on ne pouvait plus regarder les oiseaux. On allait tous, si on en touchait un, risquer d'attraper la maladie. Alors mes infirmières me disent, Madame, M. Joyeux, il faut qu'on soit tous vaccinés. Et j'avais remarqué que l'État avait commandé 90 millions de doses. Ça m'a étonné parce que nous ne sommes que 64 millions. Et je sais qu'ils n'ont utilisé que 20 millions. Et tout ce qui était en surplus, ils l'ont envoyé aux Égyptiens, qui, à mon avis, l'ont foutu dehors. Alors mes infirmières me disent, M. Joyeux, vous faites vacciner? Ben, je dis non. Elles me disent, vous ne donnez pas l'exemple. Ben si. Alors vous faites quoi? Eh bien, je prends de l'énergie vitale. Je prends tous les jours, à partir, grosso modo, du mois d'octobre, en fonction du climat, jusque, voyez-vous, à la fin mars, tous les jours, je prends miel, propolis, gelée royale, etc., mon petit pot d'énergie vitale, une bonne cuillerée à café, pendant que je fais chauffer l'eau de mon chocolat, ou de mon café, ça arrive, ou de mon thé, ou de mon romarin, etc., eh bien, pendant ce temps-là, je mets cette énergie vitale sous la langue, dans le petit creux, là, eh bien, ça veut dire que je garde ça pendant 3-4 minutes et que l'absorption va se faire tranquillement. Sous la langue, nous avons une absorption sublinguale, sous la langue, en particulier des minéraux et des oligo-éléments, qui sont extrêmement importants pour notre santé, d'autant plus que ce miel a des vertus de fluidifiant bronchique. Tiens, fluidifiant bronchique, mais ça c'est intéressant pour tous ceux qui ont une bronchopneumopathie chronique, qui malheureusement se sont fait avoir par Marlboro et tous les autres, et qui ont fumé et qui payent la facture. Et quand on vous dit, ah ben vous avez fumé tant et vous avez arrêté pendant 7 ans, vous retrouvez les risques de celui qui n'a pas fumé, on vous ment. Parce que c'est pour vous faire poursuivre, évidemment, l'intoxication par la cigarette. En plus, le miel va vous aider à vous endormir. Toutes les maisons de retraite devraient avoir des petits pots de miel. Plutôt que de donner des hypnotiques, des somnifères et des anxiolytiques qui fait qu'on vous transforme en légumes. Aujourd'hui, on sait de manière absolument certaine, c'est prouvé depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, que tous les produits pour le psychisme des psychiatres peuvent être utiles pendant effectivement quelques mois quand il y a des risques importants. Mais autrement, ils ne sont pas nécessaires. Ils augmentent les pertes de mémoire. Ils augmentent les risques de Parkinson ou d'Alzheimer. On nous en promet 1 million actuellement d'Alzheimer. Dans les maisons de retraite, vous avez remarqué que le code est à l'intérieur. Il est uniquement pour le personnel. Car les pensionnaires veulent tous se barrer pour rentrer à la maison. D'accord? Et les pensionnaires, quand ils arrivent, on leur offre un plumier pour leur rappeler leur enfance.
Et dans ce plumier, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, 8h, 10h. Là-dedans, c'est plein de pilules. Alors, il y en a pour les yeux, pour les oreilles, pour le trou de balle, pour la respiration. Il y en a pour tout. Totalement abusif. Alors que là, nous allons le voir déjà, avec le miel le soir pour s'endormir, une petite cuillerée sous la langue, ou de moka, ou une cuillerée à café. On laisse faire, et la partie sucrée va absorber, faire venir la salivation, laquelle salivation est pleine d'enzymes de la digestion et du goût, et tout simplement, ce miel se diluant à la salive va descendre gentiment le long de l'ésophage et la personne va s'endormir tranquillement. Et si en plus, vous avez un Helicobacter pylori, alors ça veut dire que ça vous ronge, que vous avez des brûlures, que vous avez des reflux, que vous êtes stressé pour telle et telle raison. Et Dieu sait qu'il y en a. Regardez toutes les catastrophes que nous entendons. Donc, il y a de quoi se faire du joujim. Maintenant, quand on prend l'avion, on se dit pour que le pilote soit en forme. Non, mais on en rigole, mais c'est atroce quand même, quand vous vous rendez compte. C'est quand même infernal. Donc, quand même, que le gars se suicide, bon, après tout, c'est sa liberté, mais qu'il laisse les autres un peu en paix quand même. Et puis, pourquoi le copilote, il n'a pas la clé pour rentrer? Si je l'ai lu nulle part dans les journaux. Dans une pipe, s'il sort pour aller faire pipi, je comprends, mais il a la clé et il peut rentrer pour faire son boulot. Enfin, c'est impensable, il ne peut pas rentrer, il faut une hache pour rentrer dedans. Enfin, on ne comprend pas. Donc, ce miel va être utile à tous les âges de la vie. Et même quand on vous dit « Ah, il ne faut pas donner de miel avant 1 an ». Ben oui, si c'est du miel de Chine, c'est vrai. Si c'est du miel qui n'a pas été contrôlé, qui arrive de certains pays, alors là, je suis d'accord. Mais le miel de chez nous, il n'y a pas de danger. Donc le petit, je me souviens de notre dernière petite fille, qui s'appelle, comme vous, Élise. Élise devait avoir quelques mois, et le matin, pendant les vacances, évidemment, la question c'est, est-ce que Élise a fait sa nuit? Bon, à la gueule des parents, vous le savez tout de suite. Hein. Alors, j'en ai eu marre, et un beau jour, j'ai dit à ma fille, donne-moi, confie-moi la petite Élise, je vais t'expliquer. Alors, j'ai pris une petite cuillerée à moka de miel. Et puis, j'ai expliqué à Élise qui avait quelques mois, mais l'enfant pige beaucoup de choses. Il faut lui parler tout doucement, avec des mots d'enfant. Et je lui ai montré que pour faire dodo, pour s'endormir tranquillement, eh bien, il fallait prendre cette petite cuillerée de miel que j'allais lui mettre sur la bouche, sur les lèvres. Mais avant, je l'ai fait moi-même, je lui ai montré, jusqu'au moment où elle me regardait, et j'ai vu que ses lèvres bougeaient. J'ai dit, c'est bon, passe-moi une autre. Et le lendemain, Élise avait fait sa nuit. Et les parents étaient heureux. Alors qu'ils se demandaient s'il ne fallait pas aller voir le Toubib, le pédiatre, pour lui filer du Valium, parce que ce petit devenait infernal. Vous comprenez? Là, nous touchons des choses très intéressantes. Et en 2012, il y a eu une étude passionnante qui a étudié 300 enfants de 1 à 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces enfants, ils étaient porteurs de ce qu'on appelle une IRH, une infection respiratoire haute. C'est-à-dire qu'ils toussaient en permanence, et donc ils n'arrivaient pas à dormir, donc la maman ou le papa se levait, etc. Donc tout ça a été parfaitement étudié, et ils ont divisé ces 300 enfants en 4 groupes. Un groupe auquel on donnait, avant de s'endormir, du miel d'eucalyptus, un autre du miel d'oranger, un autre du miel de thym de romarin, et le troisième, pas du miel, mais un placebo, qui était un extrait tout simplement de sirop de date. Et ils ont étudié le devenir de ces enfants quant à cette infection respiratoire haute. Eh bien, ils se sont rendus compte que tout simplement, quand les enfants avaient ce symptôme-là depuis 3 jours, c'est ce qu'ils avaient choisi, ils se sont rendus compte qu'avec les 3 types de miel, ils réduisent de façon significative les symptômes de l'insuffisance respiratoire haute de cet enfant, les toux et l'insomnie, avec les parents qui disent « ben oui, on ne s'est pas levé la nuit » ou « on s'est levé moins », etc., etc. Donc, qui montrent bien que chez l'enfant, eh bien, cette insuffisance respiratoire, cette infection respiratoire haute qui fait tousser l'enfant,
on peut la résoudre sans passer par des antibiotiques, sans passer par des fluidifiants, parce que ce qu'on vous donne à la pharmacie comme fluidifiant, il y a dedans un peu de codéine. Et c'est un peu de codéine, c'est quelque chose qui est fait pour endormir l'enfant. Mais la codéine, elle n'a pas simplement une action que sur le cerveau pour endormir un peu l'enfant, ou sur l'état respiratoire pour réduire son irritation. Ça passe aussi par le foie. Or, le foie de l'enfant, pas plus que le foie de l'adulte, n'a besoin de recevoir des produits comme ça qu'il doit métaboliser, qui sont compliqués à utiliser et à transformer. Donc, pas de surcharge. Dernier point avec le miel, vous n'êtes pas loin de Limoges, et à Limoges, j'avais un de mes collègues, malheureusement décédé, qui a lancé les pansements au miel. Mais cette expérience des pansements au miel, je l'avais eue avant lui, jeune chirurgien. Je vous explique. J'étais en coopération au Maroc. J'avais un patron belge qui avait l'âge que j'ai moi aujourd'hui. Et moi, je devais avoir 25 ans, jeune chirurgien, au fond, en coopération, mais en même temps en formation. Arrive un jeune qui avait mon âge et qui avait une fracture du tiers inférieur du fémur. Cette fracture était ouverte. On voyait l'os au fond, et en même temps qu'on voyait l'os au fond, c'était plein de pus, infectés. Et ce jeune était donc allé voir pas mal de chirurgiens, de médecins, il avait donné des antibiotiques, ça n'avait pas marché. Et il avait entendu dire qu'il y avait un jeune toubib français qui était arrivé, comme toujours dans ces pays, dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, il croit que ça y est, il va tout guérir. Bon, il me montre cette plaie, il me montre cette infection. Et moi, ne sachant pas, je montre ce jeune à mon patron, qui avait l'âge que j'ai aujourd'hui. Et mon patron me dit, petit c'était moi, demain, tu l'amputes. Moi, c'est comme si on me coupait la jambe. Alors après la visite, je suis allé voir le malade, j'ai foutu le camp, sinon demain, je vous coupe la jambe. Et alors il me dit, est-ce que je peux mettre du miel dans le trou? Il m'aurait dit du jus de banane, j'aurais dit oui. Donc j'ai dit oui. 3 mois après, il revient, cicatrisé. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne m'en souvenais même pas. Eh bien, il avait mis du miel et il m'a raconté, et ça c'était merveilleux, il m'a raconté qu'il y avait les abeilles qui venaient pour pomper du sucre, et il y en avait d'autres qui piquaient à la périphérie. Elles faisaient de la pipuncture. Or, quand l'abeille vous pique à la périphérie où il y a des petits nerfs, ces petits nerfs stimulent la cicatrisation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le miel a joué son rôle antiseptique, antibactérien, antiviral qu'il est capable de jouer. Et en plus, les abeilles par la pipuncture. Et en plus, dernier point, je suis convaincu que ce n'était pas du miel pur, il y avait sûrement de la propolis mélangée. Et nous verrons tout ce que l'on peut faire avec la propolis. Alors, les miels, je ne les citerai pas parce qu'il y en a beaucoup, acacia, garrigue, thym, romarin, etc. Bon, prenez celui qui vous va bien, changez-en si ça vous fait plaisir, parce que c'est pas mal aussi d'avoir des goûts différents et de changer régulièrement. Attention de ne pas le faire chauffer. C'est pour cette raison que si vous le mettez dans votre café ou dans votre thé ou dans votre tisane de thym, de romarin, de verveine le soir, il ne faut pas en mettre quand c'est bouillant parce que vous allez abîmer. Donc attendez que ça refroidisse un peu, car le miel chauffé, eh bien, il produit un élément, un métabolite qu'on appelle l'hydroxyméthylfurfural, qui n'est pas bon pour notre santé. Donc attention, il ne faut pas le faire chauffer. Et d'une manière générale, quand vous avez du miel, vous le consommez quasiment dans les semaines qui suivent. Vous n'allez pas le consommer en 2020, le miel que vous avez à la maison. Bon. Ensuite, on va voir la gelée royale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la gelée royale? Et à quoi elle sert? La gelée royale, c'est la nourriture de la larve de la reine. Or, la reine, quand elle se nourrit, elle va avoir une croissance, on peut dire exponentielle. Et pourquoi elle a une si belle croissance? Parce que dans la gelée royale, il y a des éléments qui permettent la construction du corps. Or, la construction de mon corps, d'humain, ou la construction d'un corps animal quel qu'il soit, c'est les protéines. Or, les protéines, pour qu'elles
puissent se constituer, il faut qu'elles aient des acides aminés qui se mettent en chaîne les uns à côté des autres. Eh bien, dans la gelée royale, il y a 18 acides aminés. Et dans ces 18 acides aminés, il y en a un tout particulier qui m'intéresse, qui s'appelle le tryptophane. Ah, à quoi sert-il celui-là? Il est essentiel. Essentiel, ça veut dire que nous en avons 7 qui sont essentiels. Et si celui-là est essentiel, comme les 6 autres, c'est parce que je ne peux pas le fabriquer avec mon corps, je suis obligé d'aller le chercher extérieur à la nature, dans la nature. Et le tryptophane, figurez-vous, qu'il est intéressant parce que c'est le précurseur d'un médiateur chimique, d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine, j'en ai besoin le soir pour faire dodo. Quand je n'ai pas assez de sérotonine, je ne m'endors pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette gelée royale que je vais prendre le matin au petit-déj, elle va créer la sérotonine le soir, pas tout de suite. Sinon, vous iriez vous coucher. Donc, vous allez avoir de la sérotonine pour le soir parce que vous aurez pris votre gelée royale le matin. En plus des acides aminés, il y a dans la gelée royale des vitamines. Et là, vous avez la 12. B1 à B12. Hier, une personne à Sarlat, il y avait un monde fou à la conférence, me demandait la B12. Comment je peux en avoir? Gelée royale et dans le jaune d'œuf de la cocotte. Mais pas un jaune d'œuf dur. Je parle d'un jaune d'œuf liquide, c'est-à-dire l'œuf à la coque, ou bien l'œuf au plat, mais à peine pris. Ensuite, vous avez des choses très intéressantes qui sont des précurseurs de l'acide qu'on appelle l'acétylcholine, qui est un régulateur de l'humeur. Grâce à quoi? Tout simplement grâce à une vitamine particulière qui est la B5. Vous avez là, j'ai dit les 12 B, mais la B5 est intéressante parce qu'il y a une dose importante de B5 justement dans la gelée royale. Et cette B5 qu'on appelle encore l'acide pantothénique, elle nous permet de fabriquer un autre neuromédiateur qui est l'acétylcholine, qui est un régulateur de l'humeur. Quand on ne supporte pas son voisin, quand on a des difficultés avec les enfants qui vous emmerdent, vous voyez ce que je veux dire? En général, c'est assez bon signe quand l'adolescence vous gonfle la tête. Mais vous avez besoin quand même d'un peu de caoutchouc parfois pour pouvoir supporter sa façon de fonctionner quand il est tout le temps sur la oui-oui et qu'il ne veut rien foutre. Bon. Donc, il vous faut un peu d'acétylcholine. Et donc, la gelée royale prise le matin, une petite cure comme ça, 10 jours par mois, génial, vous allez comprendre et avoir un système nerveux bien régulé. En même temps, pour celui qui vient d'être opéré, pour celui qui a eu une fatigue importante, eh bien, ça va stimuler votre appétit. En même temps, vous savez qu'aujourd'hui, la vigueur sexuelle, on vous dit Viagra, méfiez-vous, ça rend aveugle. Quand vous voyez un monsieur qui a une canne blanche depuis peu de temps à 55 ans, celui-là, c'est un Viagra dépendant. Ensuite, ça fait péter le cœur aussi. Hein. Moi, j'ai une de mes amies un jour qui m'appelle, mon père vient de mourir, ah bon, quel âge il a, 65 ans. Oh, ben, on me dit toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit Viagra. Sur le moment, je ne comprenais pas. Mais après, oui, bien sûr, puisque vous savez que ce médicament, en réalité, a été trouvé par les cardiologues. C'est les cardiologues qui prescrivaient un médicament pour soutenir le cœur, et le malade disait, j'ai un problème dans mon pantalon. Alors, ils ont tous pris une loupe pour voir quel était le problème. Ils se sont dit, ouh, mais on va faire du pognon avec ça. Et ils ont fait du pognon avec ça. Alors moi, je vous dis, il vaut mieux la gelée royale, vous ne perdrez pas la vue. D'accord? Bon. Alors, cette gelée royale en France, malheureusement, 1, on ne l'utilise pas assez, et 2, il n'y en a pas assez. Donc, disons qu'il nous en faudrait 2 tonnes, mais en réalité, eh bien, il nous en faudrait... Les 1,5 tonnes sont fabriquées en France, le reste, malheureusement, il faut aller chercher à l'extérieur. C'est du boulot. C'est du boulot, ça veut dire que l'apiculteur qui s'occupe de cela, je vois des apiculteurs qu'il y en a ici dans votre région et toute la famille d'Élise connaît tout ça parfaitement. Eh bien, cet apiculteur, c'est du travail, c'est extrêmement rigoureux, c'est de la chirurgie. C'est extrêmement précis.
il faut avoir un masque, chapeau, etc. Bon, c'est du boulot. Ça veut dire que ça coûte cher. Ça coûte cher parce que ça coûte de la main-d'œuvre. Vous voyez? Or, qu'est-ce qu'on va faire? Aller chercher la main-d'œuvre en Chine? Aujourd'hui, il faut valoriser ces nouveaux métiers qui ne sont pas vraiment nouveaux, mais qui doivent être vus dans un sens qui est un sens nouveau, qui est celui de la santé, qui est celui de la prévention, qui est celui de moins d'hospitalisation, qui est celui de moins de lourdeur dans la famille. Quand vous avez quelqu'un qui est malade, eh bien, c'est toute la famille qui, malheureusement, non pas est malade, mais est perturbée par la maladie quand on entend les mots comme cancer, maladie auto-immune, affection de longue durée, diabète définitif, etc., hypertension définitive, il faut prendre un traitement. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Tous ces traitements qu'on vous propose dans le cadre des maladies dites auto-immunes, de l'hypertension, du diabète, etc., ils ne sont pas à vie, c'est pas vrai. Il faut changer les habitudes alimentaires. Et justement, utiliser les produits de la ruche, nous arrivons au suivant, les pollens. Alors, les pollens, composition fabuleuse, plein de vitamines, bonnes protéines. Eh bien, dans une cuillerée à soupe de pollen, vous avez l'équivalent de la protéine d'une côtelette de bœuf. Alors vous me direz, ça n'a pas le même goût. Je suis d'accord. Mais le danger, c'est que la côtelette de bœuf, elle est pleine de gras caché. Et que quand vous la faites cuire au barbecue, vous prenez des benzopyrènes, des nitrosamines, et que ça, c'est pas bon parce que c'est cancérigène. Alors que le pollen frais, eh bien, surtout après une période hivernale, maintenant que le printemps arrive, une bonne cuillerée comme ça, de temps en temps, le matin au petit déjeuner, ce qui est important, et vous le remarquerez, si vous la mettez en bouche, il faut la mastiquer. Moi, j'ai calculé 37 fois. 37 fois. Au bout de 37 fois, vous avez véritablement eu un pollen auquel vous avez extrait, avec la salive, par la mastication, les meilleurs éléments, c'est-à-dire les vitamines. C'est-à-dire un produit qu'on appelle aussi la rutine qui évite la constipation. Il faudrait donner ça à tous nos ministres actuellement. Ils ont tous un gros problème. La rutine. Donc le pollen excellent pour justement nous aider à des évacuations quotidiennes, pour avoir une flore intestinale impeccable. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui vont chercher des compléments alimentaires. Ils peuvent être utiles, je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles, ils peuvent être utiles dans des cas précis. Mais si vous voulez constituer votre flore intestinale, mangez des fruits frais de saison, et puis prenez de temps en temps une bonne cuillerée à soupe de pollen. Il devrait y avoir du pollen dans toutes les maisons de retraite, à la place de tous les médocs et des plumiers dont je vous ai parlé, et donner aux personnes âgées, même s'ils ne sont pas les ratounes, même s'ils ne sont pas les ratounes, eh bien, ils vont, avec la langue, en appuyant sur le palais, dans le palais des saveurs, ils vont faire venir la salive, il va y avoir une bonne mixture, et tout cela va descendre tranquillement. Ces pollens sont extrêmement intéressants au moment de la ménopause. Au moment de la ménopause, on vous dit, madame, vous avez quel âge? 47 ans? Ouh, vous avez des bouffées de chaleur. Si vous ne l'avez pas, il vous la met, le type. Et donc, il vous propose en plus un traitement hormonal substitutif, sans vous dire que ça augmente les risques de cancer du sein. Le gynéco, il ne connaît que dalle sur les pollens. Il ne connaît que dalle, malheureusement. Et moi, je fais des formations actuellement dans le monde médical, et il y a des médecins qui découvrent. Ils découvrent, je leur dis, mais il vaut mieux donner des pollens à une femme qui arrive à la ménopause et qui a des bouffées de chaleur, que de lui donner un traitement hormonal substitutif qui est dangereux pour sa santé. Et en plus, c'est très bon pour son mari. Donc, vous voyez, c'est très bon pour les deux. Ça veut dire que tout cela est utile pour notre santé, tonifiant, stimulant, utile pour le prostatisme. Monsieur, vous vous levez la nuit pour pisser? La femme. Lui, il vous fait non. Dites, monsieur, ça va, les petits câlins avec madame? Ah, impeccable, madame. Oui, eh bien, pollen, voyez, et avec beaucoup d'humour, on fait passer beaucoup d'amour, vous l'avez compris. Alors, des pollens, il y en a évidemment beaucoup. Et j'ai un de mes amis qui est à Shanghai, qui a des problèmes de vue, malheureusement, qui sont un peu d'origine génétique, qui est une forme de DMLA,
dégénérescence maculaire liée à l'âge. Quand on a ça, c'est quand même embêtant parce que, alors que vous diriez, ben, il fait encore jour, ben, la personne vous dit, ben non, c'est pratiquement la nuit. Pourquoi? Parce que la visibilité de la rétine n'est pas bonne, parce qu'il y a une dégénérescence au niveau du centre de la rétine, qui est la macula. Eh bien, le meilleur de tous les pollens pour cela, c'est le pollen de saule. S-A-U-L-E. Pourquoi? Parce qu'il contient de la lutéine. C'est quoi la lutéine? C'est un antioxydant indispensable pour notre rétine. Vous savez, les bâtonnets de la rétine qui permettent de repérer les couleurs, qui permettent de repérer dans l'espace en 3 dimensions, etc. Eh bien, je lui envoie régulièrement à mon ami du pollen de saule. Mais il y a aussi du pollen de châtaignier, du pollen de cis, du pollen de bruyère. Bon, bref, des choses extrêmement intéressantes qui, en plus, ont des vertus anti-infectieuses contre le colibacille. La dame qui vous dit « Ah, mais docteur, moi je vais chez l'urologue régulièrement parce que j'ai de la cystite. » Dans celle-là, elle est constipée. C'est sûr. Parce que la cystite, c'est le colibacille de son côlon qui fait le grand tour, c'est ce qu'on appelle le cycle entéro-rénal. Donc du tube digestif, ça passe dans le rein, et puis de là dans les urines, et puis ça brûle. Voilà. Eh bien, il faut lui donner 2 choses. Pollen et un ballon de bon vin à la fin de chaque repas. Du rouge. Je n'ai pas dit un litron, j'ai dit un ballon. D'accord? Alors elle vous dit, mais moi je suis allergique. Mais elle n'est pas allergique. Soit c'est parce qu'elle prend un vin qui n'est pas bon, mais si elle prend un vin bio où il y a très peu de sulfite, et du rouge où il y a du resveratrol, où il y a de la rutine, où il y a des produits antiseptiques en plus de la petite partie alcool, alors elle vous dit, je suis allergique, pourquoi? Parce qu'elle copie son mari ou son compagnon. Nous commençons un repas par un coup de rouge. Observez les hommes. Nous commençons, ça nous met le cœur en fait. Et vous, mesdames, quand vous commencez comme ça vous fait le bout du nez rouge, les pommettes rouges, les pendules rouges. Alors, vous dites, je suis allergique. Et le mari dit, Thierry, t'inquiète pas, je prends ton verre. En réalité, vous devez faire comme George Sand. Vous savez que quand George Sand, elle écoutait Chopin lui jouer de jolies choses, eh bien, elle prenait son ballon de vin entre la poire et le fromage, ça veut dire vers la fin du repas, et tout allait très bien. Donc ça, ce sont des choses qui sont d'une extrême importance et d'une simplicité extraordinaire, facilement applicable par chacun d'entre nous, mais encore faut-il le savoir. Or, ce n'est pas le toubib qui va vous le dire, parce que le toubib, il est débordé à prendre des tensions artérielles, à prescrire ceci, cela pour 21 € de consultation, alors que quand il fait venir le plombier débouche le tuyau, il part avec 70 €. Bon, je ne suis pas contre le plombier, mais je trouve quand même qu'il y a une disproportion. Bon, arrivons à la propolis. Ah, que je l'aime, la propolis. Ah, la propolis, ça veut dire quoi? En grec, polis, c'est la ville, politique, la ville, politique de la ville, mais polis, c'est la ville. Et pro, c'est devant. Et effectivement, la ruche, vous savez qu'il y a une petite ouverture, et puis vous avez des abeilles qui sont là pour vérifier qu'il n'y a pas d'intrus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elles font? Il y en a qui sont là, il y en a d'autres qui vont bosser, qui sont des ouvrières, qui partent, et qui vont aller chercher sur les bourgeons ou sur la résine, sur la petite écorce des arbres qui pleurent la résine, avec les petites pattes, elles attrapent tout cela, elles le mâchouillent, elles le mastiquent, et puis elles arrivent dans la ruche et elles vont mastiquer la ruche qui va être plus stérile que mon bloc opératoire. Plus stérile. Comment je sais ça? Eh bien, si jamais il y a un petit lézard gourmand qui se débrouille pour passer dans la ruche, ou bien une petite souris, eh bien, vous allez avoir l'abeille qui va, en général, la reine, donner les ordres. Vous me le piquez, il est tué, le petit lézard ou la petite souris. Mais il n'y a personne pour le prendre et le foutre dehors. Alors, on l'enrobe de propolis. Eh bien, on faisait pareil avec les pharaons. C'est pour ça qu'on les retrouve intacts. Ils étaient enrobés de propolis et en même temps, on mettait dans leur tombe du miel pour leur avenir au cas, je ne sais pas, où ils se réveilleraient, où ils trouveraient de l'énergie vitale pour reprendre vie. La propolis, antiseptique, bactéricide,
anesthésique. Et ça, je dirais, je ne le savais pas, et c'est surtout mon épouse qui me l'a fait découvrir. Elle avait des problèmes dentaires, elle va donc se faire soigner, et puis le dentiste lui donne une ordonnance. Elle me montre l'ordonnance, 1 semaine d'antibiotiques et de cortisone. Je dis non, mais c'est trop long ça, pourquoi tu prends ça? Elle me dit mais j'en veux pas. Et je lui dis tu vas faire quoi? Elle me dit propolis. Comment propolis? Ben oui, je vais me mettre de la propolis sur la zone. Ça a un effet effectivement anesthésique, donc calme la douleur. Ça a un effet anti-inflammatoire, ça a un effet antibactérien, puisque je vous ai dit avec ce jeune qui avait mon âge et avec ce qu'il avait au niveau de son fémur, miel plus propolis. Donc effet efficace au niveau de la chirurgie dentaire. J'ai fait faire une thèse à un jeune à Montpellier qui a fait un travail absolument remarquable. Le thème de la thèse, il était venu me voir, Monsieur Joyeux, voilà, j'aimerais que vous me fassiez faire, me donniez une idée d'un sujet de thèse. Je suis pour être docteur en chirurgie dentaire. Propolis, mon gars. Il me dit, c'est quoi? Comment tu sais pas ce que c'est que la propolis? C'est à 25 ans. Bon, eh ben, regarde mon bouquin, tu vas savoir ce que c'est, mais moi j'aimerais que tu me fasses un travail de recherche très précis sur la propolis en chirurgie dentaire, parce que ma femme m'avait donné l'idée. Je ne lui ai pas dit sur le moment. Mais il a fait un travail absolument remarquable, où nous avons eu tous les éléments qui concernent les publications internationales sur le sujet, qui sont extrêmement démonstratives et qui démontrent bien que cette propolis, tous les chirurgiens dentistes dentaires devraient le savoir. Donc le mieux, c'est que quand vous allez vous faire soigner, vous dites « Ah, vous ne savez pas? Ben, je vais vous donner une petite photocopie. » Et vous lui photocopiez les 2 pages ou 3 pages qu'il y a dans mon bouquin ou dans un autre sur le sujet de la propolis. Mais il est curieux d'apprendre que les Japonais, qui sont cancérologues comme nous sommes, comme je suis cancérologue dans mon propre centre anticancéreux à Montpellier, ils utilisent dans les centres anticancéreux du Japon chaque année 500 tonnes de propolis. Et nous, en France, pas un gramme. Comment se fait-il que les Japonais utilisent ça et nous pas? Parce que nous, on ne sait pas. Et tout simplement parce que les Japonais ont fait des études extrêmement précises pour démontrer que la propolis est un immunostimulant. C'est-à-dire que ça stimule l'immunité des personnes qui sont déprimées en leur immunité par l'intermédiaire des chimiothérapies, des radiothérapies, des chirurgies qui sont obligées chez les malades atteints de cancer. Et donc, pour mieux supporter les traitements, ils prescrivent de la propolis à leurs patients au Japon, et nous, en France, quasiment impossible. Quand j'ai obtenu les pansements au miel dans mon propre centre anticancéreux. Les infirmières étaient d'accord, c'est le pharmacien. Le pharmacien, ça n'a pas l'AMM. AMM. C'est ce que ça veut dire, autorisation de mise sur le marché. Bon. Autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que c'est un médoc, c'est un médicament, qui est passé par des tas d'étapes, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça coûte la peau des fesses au laboratoire pharmaceutique. Au bout du compte, quand le produit a l'AMM, c'est un médicament. Et là, le pharmacien me sort, moi, monsieur, le miel, ça n'a pas l'AMM. Je m'en fous. Je veux du miel pour les pansements. Et je lui ai montré qu'il allait faire des économies. Alors là, il a tendu l'oreille. Parce que les produits qu'il donnait à mes infirmières pour la cicatrisation, c'était plus de 150 € remboursés par la Sécu, alors que les 30 € du pot de miel, ils ne sont pas remboursés par la Sécu, mais ils devraient l'être, puisqu'ils sont aussi efficaces pour obtenir une bonne cicatrisation des escarres ou de telle ou telle plaie. Donc, qu'est-ce que nous avons pu observer en particulier avec la propolis dans le domaine du cancer? Eh bien, la propolis a un effet antitumoral. Ah, mais antitumoral, évidemment, on ne peut pas démontrer ça chez l'humain facilement. On ne peut pas faire des études en utilisant les gens comme des cobayes. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut utiliser des petits animaux pour greffer des tumeurs et ensuite faire un lot d'animal qui va avoir de la propolis par rapport à un autre qui n'en aura pas. Et donc, nous avons des études très précises qui montrent dès 2002 et dès 2005 un effet préventif de la propolis
pour réduire les risques métastatiques. Il s'agit de quoi? La métastase, c'est quand le cancer, il est à un endroit, il fout le camp ailleurs. Il est au niveau du sein, il va sur l'os. Il est au niveau de la prostate, il va sur l'os. Il est au niveau du tube digestif, il va au foie ou au poumon. Donc, ce qui a été démontré, c'est qu'il y avait une baisse de 40% du nombre de métastases chez des animaux, bien sûr que c'est chez le rat ou la souris, et qu'on ne peut pas faire une extrapolation immédiate entre le petit animal et l'humain. Mais tout de même, il est intéressant de savoir que si vous greffez des tumeurs à un petit animal sur le dos, ces tumeurs vont faire des métastases tout autour, pratiquement dans les 3 semaines qui suivent, jusqu'à tuer l'animal. Eh bien, si vous donnez de la propolis à un lot d'animal qui a reçu les tumeurs, comparé à un lot d'animal qui a les mêmes tumeurs mais qui n'a pas la propolis, vous réduisez de près de 40% le risque métastatique. Tiens, moi ça m'intéresse. Moi, c'est une justification pour dire à mes collègues, eh bien, moi, je prescris de la propolis à mes patients atteints de cancer parce que c'est utile pour stimuler leur immunité. Et la propolis peut être utilisée de différentes façons, en gomme, en comprimé, en petits pots mélangés avec du miel. Bon, et j'ai rencontré, grâce justement à Élise, c'était au mois de septembre, une famille passionnante où il y avait une souffrance importante dans la famille puisque une petite fille était atteinte d'une mucoviscidose. C'est une maladie génétique qui est grave puisque parfois il faut greffer les 2 poumons un après l'autre, ou les 2 en même temps, donc il faut trouver les donneurs, enfin vous imaginez ce que c'est, et que ce sont des enfants qui meurent malheureusement assez tôt. Eh bien, cette famille a utilisé une mixture formidable, préparée justement ici même par Élise et par toute l'équipe qui est autour d'elle, avec une concentration particulière de miel et de propolis. J'ai vu cet enfant grandir tout à fait normalement, comme les autres enfants, et supporter beaucoup mieux sa maladie. Pourquoi? Parce qu'à la fois, on stimule son immunité, parce que le miel qui est donné permet une meilleure fluidité, si vous voulez, de ces sécrétions bronchiques qui peuvent sortir plus facilement plutôt que de rester dans ses poumons et de risquer de l'infecter. Donc, extrêmement utile, et on a envisagé avec une équipe, puisque c'est une enfant qui est d'origine espagnole, de faire une étude, je dirais, chez ces enfants qui ont ce type de maladie, malheureusement qui est peu fréquente, heureusement, mais qui est quand même trop fréquente aujourd'hui, avec des souffrances qui sont personnelles et familiales importantes. Dernier point, le venin. Ah, le venin, on peut se dire, moi, je ne veux pas être piqué par une abeille. Seulement, quand on apprend que Charlemagne, qui était un gros mangeur, quand tu avais un sanglier, je ne sais pas combien il en mangeait, mais le paquet, quoi. Donc, il avait de l'acide urique. Il avait de l'acide urique, comme Raspoutine en Russie avait des arthrites, de l'arthrose. Et quand vous avez de l'acide urique, eh bien, vous avez des douleurs souvent sur le gros orteil. Ça s'appelle la douleur du gros orteil, et on est réveillé au chant du coq. Malheureusement, on n'entend plus les coqs, c'est dommage. Mais le chant du coq, en général, c'est 4h30 du matin. Moi, j'aime bien, quand j'entends le chant du coq, ça me fait plaisir. Je me dis, j'ai encore un peu de sommeil devant moi. Bon. Mais quand vous avez la douleur qui vous réveille au chant du coq, vous avez la goutte. Et ça fait mal. Alors, ça fait mal aux pieds, mais ensuite, ça fait mal aux autres articulations. Et Charlemagne, comme Raspoutine à l'époque, eh bien, qu'est-ce qu'ils acceptaient? Ils demandaient à ce qu'on leur fasse tout simplement de l'apipuncture. Et l'apipuncture, c'est l'apiculteur qui prend la petite abeille et qui va piquer tout autour de la zone douloureuse, que ce soit sur l'épaule, sur le genou, sur la hanche ou sur le pied. Et 15 jours plus tard, le patient revient, tu me repiques parce que tu m'as parfaitement soulagé, ça a duré 1 semaine, ça a duré 15 jours. Mais aujourd'hui, on va plus loin. Parce qu'on a découvert que l'apipuncture, donc vous entendez acupuncture, mais là c'est apipuncture, ça veut dire c'est la piqûre avec le venin d'abeille. Si elle est faite à un endroit du corps qui peut stimuler le système nerveux, tiens, on va peut-être l'utiliser dans la sclérose en plaques, dans la sclérose latérale amyotrophique. Et c'est ainsi qu'il y a plusieurs années, je donnais une conférence à Montpellier, et au premier rang, il y avait une dame sur un fauteuil roulant. Bien. Conférence terminée, on me la présente, et puis elle me dit, j'ai été guérie par les produits de la ruche. Je dis, guérie de quoi?
Elle me dit d'une sclérose en plaques. Je me suis dit, elle est dans un fauteuil roulant, elle n'est pas complètement guérie de sa sclérose en plaques. Je dis, écoutez, moi je suis prêt à vous voir, mais il faut m'amener tout votre dossier. Et je vous ferai faire une IRM, ça veut dire un examen de la moelle épinière pour voir ce qui vous reste de sclérose en plaques, sur les plaques que l'on peut voir, soit au niveau cérébral, soit au niveau de la moelle épinière. Bon, elle est venue. J'ai dit, hop, première chose, vous passez à la radio pour faire une IRM. Et mon collègue m'appelle en me disant, tu sais, les plaques qu'elle avait, j'ai comparé à ces autres IRM qu'elle a amenées, elles sont neutralisées. Ça veut dire qu'elles sont plus actives. Donc effectivement, les plaques étaient plus... Mais pourquoi était-elle sur un fauteuil roulant? Ben, tout simplement parce que quand elle a eu sa sclérose en plaques très active, elle est tombée. Elle s'est fracturée le bassin. Et en se fracturant le bassin, eh bien, on vous propose 3 mois d'hospitalisation à bouger le moins possible dans un plâtre, etc., etc. Et donc, elle était au stade de la rééducation. Et effectivement, nous avons pu confirmer qu'à l'IRM, comparé aux IRM précédentes, elle avait cicatrisé les zones inflammatoires. Et je lui ai conseillé d'écrire un bouquin. Et ce bouquin s'est appelé « Les abeilles ont guéri ma sclérose en plaques ». Elle ne dit pas « la sclérose en plaques », la mienne, la sienne, n'est-ce pas? Et je l'ai aidé à faire ce livre. Et je pense que pour les personnes, j'ai vu hier une personne à Sarlat qui avait ce type de problème, je lui ai dit « il faut que vous ayez ce bouquin, il faut aussi que vous connaissiez un apiculteur ». Et elle, pourquoi s'est-elle mise au produit de la ruche? Parce que son papa était apiculteur. Parce qu'elle voyait son papa qui faisait de l'apipuncture sur ses copains qui venaient avec des problèmes de douleurs articulaires sur telle ou telle partie du corps. Et quand elle est allée voir les médecins pour faire le diagnostic de sclérose en plaques et qu'on lui a proposé des traitements et qu'elle a vu combien ces traitements pouvaient être délétères par ailleurs et qu'ils n'avaient aucune efficacité, elle leur a fait un bras d'honneur, gentiment. Et elle a dit, moi, je vais me soigner avec les produits de la ruche, mais tous les produits de la ruche. Tout. C'est-à-dire miel, propolis, gelée royale, pollen, jusqu'à l'apipuncture. Et cette histoire est absolument passionnante. Et c'est ce week-end d'ailleurs que, oui, c'est ce week-end qu'une formation avec un médecin parfaitement attitré commence à se préparer. C'est-à-dire il y a une formation qui est en train de s'organiser pour expliquer à ceux qui en ont besoin comment on peut faire l'apipuncture et qu'est-ce qu'on peut en tirer sur le plan de la santé. Alors, il resterait à parler de l'hydromel. L'hydromel, normalement, vous savez que quand on part en lune de miel, eh bien, le beau-père doit offrir à son gendre 1 litre d'hydromel pour son voyage de noces, 1 par jour. Alors moi, notre dernière fille s'est mariée, j'ai offert une bouteille. Parce que l'objectif, c'est que quand il rentre du voyage de noces, il vous apprend que vous attendez un bébé. Vous êtes grand-père. Et là, je lui ai offert qu'1 litre. Manifestement, je me suis trompé. Ils sont partis un mois, il fallait que j'en offre 30. Mais je lui ai expliqué, et ça y est, nous attendons un petit Américain, donc prochainement, ça veut dire qu'il a dû prendre ce qu'il fallait pour cela. Je lui avais expliqué que la gelée royale et que tout ça c'était très bon et que les produits de la ruche et qu'il n'avait pas besoin d'aller chez le pharmacien pour faire un joli petit joyeux. Enfin, il t'appelle pas joyeux, mais il sera quand même joyeux celui-là. Bon, donc, voyez-vous, avec tous les produits de la ruche, eh bien, vous voyez combien s'élargit les indications thérapeutiques. Combien un médecin qui serait véritablement au courant, eh bien, pourrait faire des économies d'antibiotiques, pourrait faire des économies de tous ces médicaments que l'on donne pour dormir, supporter le voisin, etc., pour éviter les vaccinations. Parce que, vous savez, on nous impose, vous avez vu le Conseil constitutionnel, il s'est réuni, normalement c'est des juristes, tout d'un coup ils deviennent tout bibes. Moi j'avoue que je ne comprends pas. Et ils disent constitutionnellement, il faut vacciner les gens contre diphtérie, il n'y en a plus. Tétanos, il n'y en a plus. Polio, il n'y en a plus. En France. Ah, c'est sûr que si vous êtes nommé au Mali ou si vous êtes nommé dans un pays en guerre, ben là, il faut faire vacciner toute la famille. Mais chez nous, que je sache,
La vaccination obligatoire, c'est celle-là. Vous savez que maintenant, on vous vaccine contre l'hépatite B. Avant, c'était à 3 mois après la naissance. Maintenant, c'est à 2 mois. Je pense que prochainement, ça sera avant la conception. Vous savez que maintenant, on vous propose de vacciner les enfants de 9 ans, garçons et filles, contre le cancer du col de l'utérus. Les garçons, mais oui, oui, du col de l'utérus. Alors, j'ai lancé une grande pétition qui a été signée en un mois par 400 000 personnes. Et évidemment, je suis convoqué par le Conseil de l'Ordre des médecins. Mais moi, je vais leur apprendre beaucoup de choses à mes collègues. Il n'y a pas de doute. Non, nous devons aujourd'hui informer le grand public. Et c'est ça qui est formidable, vous voyez. C'est que grâce à des conférences comme ça, grâce à des enregistrements qui vont être diffusés, eh bien, le grand public est passionné. L'autre jour, j'arrive à l'hôpital, et ma surveillante me dit devant les infirmières, « Monsieur Joyeux, j'ai passé la nuit avec vous. » « Ah bon ?» Je dis, « Mais j'ai aucun souvenir. » Alors, je dis, « Comment avez-vous fait pour passer la nuit avec moi ?» Elle me dit, « Je me suis couché, j'ai pris mon iPad, et puis je vous ai trouvé, et j'ai écouté vos conférences, et je n'ai pas osé lui dire devant les infirmières qu'elle en avait bien besoin de suivre mes conseils, parce qu'elle avait un petit surpoids où il y avait trop de sucre. Elle prenait trop de yaya. Je l'ai vue à part après. Elle me dit, je ne peux pas m'en passer. Je dis même, je pense que quand vous avez fini votre yaya, vous prenez le doigt et vous tournez jusqu'au fond. Elle me dit, oui, je fais ça. Je fais ça. Eh bien, ça y est, maintenant, elle a pigé. Je suis arrivé par l'humour, on arrive à faire passer beaucoup de choses. Et c'est vrai que, je le disais hier, Hippocrate, quand il disait que ton aliment soit ton médicament, 500 ans avec Jésus-Christ, c'était génial. C'était en avance sur le temps qui vient. C'était déjà la démonstration que l'observation du patient malade par rapport à celui qui est en bonne santé permet d'avoir une ouverture d'esprit qui permet de comprendre qu'effectivement notre aliment doit être notre médicament et que les produits de la ruche ont une place exceptionnelle. Exceptionnelle. Et lorsque Jean Rostand, célèbre biologiste dans les années 60, ajoutait « Il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance », vous imaginez combien je suis totalement d'accord, ce qui me permet de rester joyeux 24 heures sur 24. Je vous remercie. Nous avons un petit temps de questions. Un petit temps de questions, ça veut dire que vous pouvez poser des questions. Attention, nous ne sommes pas en consultation. Hein? Vous ne me parlez pas de vos problèmes d'utérus, de prostate de votre mari. Bon. Donc, si vous avez une question précise, et puis je vais déjà vous donner mon adresse mail pour ne pas l'oublier. Vous allez sur mon site internet. Sur mon site internet, c'est www.professeur-joyeux.com. Là, vous avez contact. Quand vous ouvrez contact, il y a une petite page qui s'ouvre et là, vous avez un petit rectangle. Il n'est pas très grand pour pas que vous racontiez votre vie. On vous demande si vous êtes un homme, une femme, votre âge et puis quels sont les sujets pour lesquels vous m'interrogez. C'est totalement gratuit. Mais s'il y a un petit cadre, c'est pour respecter ce cadre. On a réfléchi pour le faire correctement. Et s'il me manque telle ou telle information, je vous réponds en disant... Alors, avant, j'étais dans les 2 jours, je répondais. Maintenant, je réponds dans la semaine. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, donc, vous allez sur ce site internet. Et en plus, vous pouvez recevoir gratuitement ma lettre hebdomadaire. Et je vais faire une lettre prochainement sur la propolis. Je vais faire une lettre... Il y a déjà une qui est sortie sur la gelée royale. Il y en aura une sur tous les produits de la ruche. Donc, toutes les semaines, il faut varier, il ne faut pas rester totalement enfermé toujours dans le même sujet. Donc, sur mon site internet, vous allez à lettres, je crois que c'est au pluriel, et puis il y a écrit abonnement, c'est gratuit. Il suffit de donner votre adresse mail et vous recevrez la lettre toutes les semaines. Au début, vous en recevrez 2 parce que vous allez rattraper ceux qui se sont inscrits il y a déjà 1 an. Il y a déjà 54 lettres. Et chaque lettre va être accompagnée bientôt, on est en train de le faire, d'une petite vidéo où je vais, pendant 2-3 minutes, faire la synthèse de la lettre pour que, si ça vous suffit, vous n'avez pas besoin de la lire.
eh bien, si vous avez besoin de la lire, eh bien, vous la lisez. Vous voyez? Donc actuellement, il y a 314 ou 320 000 personnes qui la reçoivent, et moi je vise 1 million, pas moins, 1 million. Donc quand vous recevez la lettre, si elle vous plaît, il ne faut pas l'envoyer au voisin. Il faut dire au voisin, abonne-toi. Vous comprenez? Parce que si vous l'envoyez au voisin, vous ne faites pas un adhérent de plus. C'est gratuit, ça ne coûte rien, adresse mail. Alors on y va pour les questions. Alors madame. Quoi donc? Non, alors, les fibres dont vous parlez, oui, vous allez en avoir dans le pollen, bien entendu. Parce que si dans le pollen, vous avez les vitamines dont j'ai parlé, etc., mais vous avez des fibres qui vont vous permettre de jouer un rôle à la fois pour votre flore intestinale et en même temps pour ratisser au niveau du côlon pour qu'il y ait une évacuation quotidienne correcte. Oui, tout à fait. Question suivante. Là-haut, madame. Bonsoir, docteur Joyeux. Je suis Céline Guillot, je suis naturopathe. Vous êtes naturopathe, très bien. Et sur Saint-Laurent-sur-Maloire. Et je me posais la question, parce que vous parlez vraiment comme naturopathe, et je me disais, comment vous avez, vous en tant que professeur, que cancérologue, vous avez découvert en fait que l'alimentation, les produits de l'abeille est important en fait pour la santé? Alors, je vais vous expliquer. D'abord, il y avait eu cet épisode dont je vous ai parlé au Maroc en coopération, qui était resté en ma tête. Et 40 ans plus tard, j'étais revenu sur les lieux avec mon épouse pour lui montrer, parce qu'on ne se connaissait pas à l'époque, pour lui montrer tout ça. Et figurez-vous que, bon, dans la presse, ils avaient dit que j'étais par là, et le patient est venu me sauter au cou, me montrer sa jambe, etc. Donc 40 ans plus tard, ça m'avait profondément marqué. Ensuite, j'avais remarqué une chose, c'est que mon épouse, quand elle avait une petite plaie sur le doigt, et qu'elle m'avait montré, et tu sais ça, normalement à l'hôpital c'est 3 points. Et elle me disait, va te faire voir. Et elle mettait du miel et de la propolis. Et elle faisait, comme on disait, une poupée, un petit pansement. Non? Ça aussi, vous savez, les femmes, messieurs, il faut les écouter. Hein. Elles ont raison à 99,9%. Vous en gardez un tout petit peu. Hein. Elles ont de l'expérience. Elles ont de la... Non, mais je suis très sérieux dedans. Je vous l'assure. C'est très vrai. Et donc, effectivement, comme je suis très sensible à tous ces sujets-là, et que c'est vrai que j'ai l'esprit ouvert, vous voyez des malades qui viennent vous voir, qui vous disent « Docteur, vous pensez ça de quoi? Et vous pensez ça de quoi? Et vous pensez ça de quoi ?» Et puis vous voyez des gens qui vous disent « Moi, je suis allé voir l'ostéopathe, je suis allé voir la naturopathe. » Pour vous donner un exemple, il n'y a pas très longtemps, ça m'a beaucoup frappé, un jeune de 24 ans, et ça rejoint le sujet de ce soir, vient me voir de Paris, il avait le sida. Bon. Donc il m'explique le sida, tout ça. Alors, je regarde tout son dossier et je vois qu'au début, quand le diagnostic a été fait, il avait un taux viral extrêmement élevé dans le sang, c'est-à-dire une grande quantité de virus. Je continue de tourner les pages du dossier et je vois que 4 mois plus tard, il a divisé par 5 le taux viral. Ah, je dis bravo, quel traitement vous avez fait? Montrez-moi l'ordonnance. Je vois l'ordonnance, ben, je dis, vous voyez, c'était efficace. Il me dit, oui, mais je n'ai pas fait le traitement. Je dis, comment vous n'avez pas fait le traitement? Je dis, non, je n'ai pas fait le traitement. Et vous avez fait quoi? Il me dit, j'ai suivi vos conseils. Quels conseils? Il me sort mon bouquin, changer d'alimentation, et il me dit, ben, c'est simple, j'ai foutu en l'air les produits laitiers, j'ai foutu en l'air le gluten, j'ai mangé des fruits frais de saison, bio, ta. Et vous venez me voir pourquoi? Je voudrais savoir si les produits de la ruche sont utiles pour moi. Parce qu'il avait vu que j'avais écrit un bouquin sur les abeilles. Je dis oui. Et alors là, il m'a posé beaucoup de questions très astucieuses, parce qu'il avait déjà bossé la question. Donc sur le miel, sur la propolis, sur la générale, j'ai donné feu vert, surtout. Bon. Donc c'est un jeune. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous leur avez dit à l'hôpital Cochin? Oh, je n'ai pas voulu les décevoir. Je leur ai dit que j'avais fait le traitement. Donc ça veut dire qu'au niveau de son dossier, il est écrit qu'il a fait le traitement est efficace. En réalité, il ne l'a pas pris. Vous comprenez? Alors ça, je vais le raconter dans une prochaine lettre. Ça va défriser certains de mes collègues, mais c'est pas grave. Ils feront une mise en pli après, d'accord? Question suivante. Madame, au milieu, parlez fort. Pour une question qui a algodystrophie, oui. Au pied. Ah, avec une plaie, d'accord. Alors, certainement, cette algodystrophie, ça peut être chez une personne âgée ou pas âgée, peu importe l'âge, mais ça veut dire qu'il peut y avoir du diabète,
il peut y avoir un problème neurologique. Bon, là, moi, je dirais pansement au miel. Ça veut dire que l'infirmière qui vient à la maison pour faire les pansements, eh bien, on peut lui dire pansement au miel, avec même de la propolis, et vous faites ça pas nécessairement tous les jours, parce qu'il faut laisser le miel et la propolis agir. Donc, vous faites le lundi, et puis le mardi, vous faites rien, et puis le mercredi, vous refaites, et puis tous les 2 jours, vous voyez. Bon, moi, je dirais que c'est une excellente indication. Excellente indication. J'ai un monsieur qui est venu me voir, il avait, je ne sais pas comment il avait fait ça, il avait son cuir chevelu qui était pratiquement avec une plaie importante. Bon. Il vient me voir avec ça, il ne savait pas comment cicatriser. Alors, il avait eu des rayons pour des problèmes de peau, de petits cancers de la peau, et à mon avis, les rayons qui avaient été faits, ils avaient donné des doses trop importantes. Bon. Et je dis à cet homme, vous allez mettre miel, propolis, bon, pansement. Et puis vous m'enverrez régulièrement une photo d'avion. Vous la prenez. Alors, c'était marrant, parce qu'il m'envoyait, je ne vous déplacez pas, il était loin de Montpellier, pas la peine de vous déplacer, mais vous m'envoyez la photo vue d'avion, à la hauteur de votre bras tendu, comme ça j'aurai toujours la même distance. Extraordinaire. J'ai une succession de photos, où d'abord j'ai vu la plaie se nettoyer, c'est-à-dire être beaucoup plus propre, et progressivement, alors ça demande beaucoup de temps, je lui ai expliqué, je dis ça va vous demander peut-être plus d'une année. Pourquoi? Parce qu'il a eu tellement de rayons que c'est très lent à cicatriser et qu'on voulait lui faire une greffe en prenant la peau de son bras, lui mettre le bras comme ça. Je dis non mais attendez, et lui il préfère les abeilles. Hein, moi aussi. Bon, question suivante. Bonsoir. Où êtes-vous, excusez-moi? Oui madame, je vous vois. Bonsoir. Je voudrais savoir... Parlez plus fort près du micro. Quel est le miel à prendre le soir avant d'aller au lit lorsque l'on a des insomnies? Est-ce qu'il y a un miel? Alors, miel d'oranger, miel de châtaignier, celui qui vous va bien, madame, hein, celui de proximité. Ne vous cassez pas la tête en disant celui-là sera mieux que celui-là. Essayez-en plusieurs s'il faut, que ça aille bien avec votre palais des saveurs. Que vous disiez, bon, ben tiens, j'aime bien ce goût. Vous voyez? Ça peut être du miel de thym, de romarin, de châtaignier, d'acacia, que ça vous plaise. Vous voyez? Mais que ça ne soit pas pour vous quelque chose de lourd, comme si c'était un médoc à prendre. Voilà. Question suivante. Oui? Ah, ma femme vous répond. Vas-y. Miel de lavande, miel de tilleul, miel d'oranger, et puis dîner léger. Dîner léger, vous avez entendu? Pas de protéines le soir. Oui, pas une côtelette le soir. Oui, vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Oui? Monsieur? Il faut laisser la place aux hommes un peu. Hein? Bon. Allez-y. Oui, bonsoir. J'avais une question pour quelqu'un qui fait du diabète. Oui. Est-ce que de prendre du miel, ça peut être compatible? Oui, alors, je l'ai dit dès le début, et ce n'est pas un reproche, parce que vous êtes arrivé un peu en retard, c'est pas grave, mais c'est le miel d'acacia ou de châtaignier, parce qu'il y a dedans plus de fructose, qui est le sucre que vous retrouvez dans les fruits, les pommes, les poires, les kiwis, etc., les fruits frais de saison, et donc vous pouvez en prendre, et quand le médecin vous dit « vous êtes diabétique, pas de miel », eh bien non, il devrait dire « ok pour miel d'acacia et de châtaignier ». Bien évidemment, ce n'est pas à la louche. Hein, c'est clair. Question suivante. Madame? Quelqu'un qui réagit au pollen quand il a en bouche. Est-ce que? Une réaction au pollen en bouche. Laquelle, par exemple? Gonflement. Ah, gonflement. Alors là, non. Attention, il peut y avoir des allergies. Bon, ça veut dire que si vous avez déjà des allergies, au lieu de commencer par une cuillère à soupe, commencez par une cuillère à café. D'accord? Bon, et à ce moment-là, vous allez voir ce que ça donne. Et si déjà, avec une cuillère à café, vous avez l'impression qu'il y a une petite allergie avec un gonflement au niveau des lèvres, là, je dirais prudence. Ça veut dire que vous avez effectivement une allergie au pollen, une allergie aux produits de la ruche, ça peut arriver. Hein? De la même façon, quand vous avez un essaim d'abeille, il ne faut pas s'amuser à le titiller. Hein? Hein? Parce qu'un essaim d'abeille, quand ça fout le camp et quand ça change de lieu, ça marche à 11 km/h. Hein? Et quand les essaims d'abeilles, si vous le titillez et que vous les embêtez, elles se jettent sur vous. Il y a eu des morts. Hein? Il ne faut pas déconner avec ça. Ce qui veut dire que tous les produits de la ruche peuvent être allergisants pour la personne. Alors, oui, je ne dirais pas le miel quand même. Hein? Je dirais pas le miel. Mais ça veut dire que si vous aviez, par exemple, une allergie, je dirais, bon, miel, pas de problème. Et puis ensuite, il faut aller très doucement. C'est-à-dire, peut-être pendant 6 mois ou 1 an, ne rien prendre par rapport au pollen, si c'est le pollen qui vous gêne. Et puis, sortir de la période
allergisante, si vous voulez, comme celle qui est peut-être en cours d'arriver, pour arriver à l'été ou arriver à l'automne, et à ce moment-là, essayer de voir ce que ça donne. Oui, tout à fait. Madame? Attendez, oui. Ah, excusez, là-haut, là-haut. Et puis après, vous, une seconde. Oui, bonsoir. J'aurais voulu avoir votre avis en fait sur la jeune chercheuse qu'on a vue récemment qui aurait découvert une molécule ETD5. Attendez, j'ai pas compris. Sur quoi? Sur une jeune chercheuse, une jeune cancérologue qui a trouvé apparemment une molécule qui s'appelle ETD5 et qui serait capable, dans un premier temps, de ralentir la progression de la tumeur et après de couper en fait le système nerveux qui alimente cette tumeur. Oui, alors, il s'agit là de ce qu'on appelle des antifacteurs de croissance. Hein? C'est-à-dire, on appelle ça encore des anti-angiogéniques. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, pour le cancer du sein, chez une femme qui est porteuse d'un certain anticorps qu'on appelle HERN2, eh bien, on peut lui donner un antifacteur de croissance à cet HERN2 qui s'appelle l'herceptine et dont on trouve des petites quantités dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, c'est quelque chose de naturel. Bon. Effectivement, on découvre tous les jours des antifacteurs de croissance que l'on met au point à partir de la tumeur. Exemple, quelqu'un est porteur d'une tumeur qu'on appelle GIST, G-I-S-T, ça veut dire gastro-intestinal stromal tumeur, GIST, bien. J'ai opéré comme ça un patient qui avait au départ une tumeur de la grosseur d'un pamplemousse dans son estomac. D'accord? Bon, pamplemousse. On lui avait dit, monsieur, il faut se faire opérer, il faut vous faire sauter tout l'estomac. Moi, je vois le dossier, je dis non. Vous allez d'abord prendre l'antifacteur de croissance que nous connaissons contre ce type de tumeur. Vous n'allez pas perdre les cheveux, vous n'allez pas perdre vos globules blancs, vous allez réduire le volume de la tumeur. En 6 mois, vous transformez le pamplemousse en cacahuète, comme grosseur. Et à ce moment-là, vous faites une petite opération qui consiste à enlever non seulement le cacahuète, mais la zone qui est autour. Et vous conservez les 3/4 de l'estomac, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez ? Donc, nous avons en permanence des nouveaux antifacteurs de croissance, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas consommer des produits laitiers, dont le yaya dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'ils sont pleins de facteurs de croissance, les produits laitiers de la vache pour le veau. Je ne suis pas un veau. Je ne veux pas avoir un cerveau de veau. Je ne veux pas avoir un cancer du pancréas. Je ne veux pas avoir pour moi un cancer du sein ou pour quelqu'un un cancer du sein, de la prostate ou du sein. Bon. Or, on sait que ces facteurs de croissance, aujourd'hui, ils ont une capacité à créer de la croissance d'un tissu. Croissance d'un tissu, ce qui est normal pour un muscle, pour un tendon de veau, mais pas pour moi. Moi, je n'ai pas des muscles et des tendons de veau. Je n'ai pas un pancréas de veau, je n'ai pas un côlon de veau, je n'ai pas un cerveau de veau. Or, ça vient du fait que les produits laitiers d'aujourd'hui, il faut être clair là-dessus, ils sont conservés pour 24 milliards de litres de lait, 24 milliards de litres de lait de vache, 98% sont conservés à ultra haute température. UHT, c'est-à-dire choc thermique de 140 degrés, 3 à 4 secondes. Vous détruisez les germes, c'est vrai, mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance. Et évidemment, ces facteurs de croissance sont des molécules extrêmement solides. Quand nous soignons quelqu'un, une femme pour un cancer du sein, elle vous dit, docteur, ma tumeur, elle est là. Vous me faites tomber tous les cheveux. Je n'ai pas de tumeur sur le cuir chevelu. Vous me faites tomber tous mes globules blancs. Je n'ai pas de leucémie. Pourquoi vous me donnez un traitement qui me fait tomber tous mes cheveux alors que ma tumeur, elle est là? Eh bien oui, madame, parce que je donne de la chimiothérapie qui est active sur toute cellule en train de se multiplier, les cellules des ongles, les cellules des cheveux, les globules blancs, les globules rouges, etc. Et nos cellules sont en permanent renouvellement. Les globules blancs vivent 7 jours. Les globules rouges, 120 jours. Les cellules du foie, 1 année, si vous picolez pas. Trop. Les cellules du pancréas, 3 mois. Bref, les cellules des os, 10 ans. Ça veut dire que quand j'arriverai à 100 ans, j'ai refait 10 fois les cellules de mon squelette. Mais pour ça, il faut que je fasse bosser. Et pas que je passe 3h50 par jour le cul dans mon fauteuil. Comprenez? Les Américains, c'est 4h50. Pour ça que dans les aéroports, il y a des ouvertures de portes immenses. Immenses, pour qu'ils passent de face. Sinon, il faut qu'ils passent de profil. Ils ont des tonnes et des tonnes de surpoids.
Si aux États-Unis, le surpoids porteur par l'humain était phosphorescent, il n'y aurait pas besoin d'allumer les rues. Je rigole pas. C'est effrayant, quoi. Pourquoi? Parce que les gens consomment et consomment des coca, des sodas. Nous, on a du coca à la maison, même pas, mais c'est pour déboucher. Chiotte, quoi. Nettoyez le tapis, madame. Parlez fort. Je m'appelle Catherine, donc. Oui, Catherine. Nous avons dans notre entourage un monsieur qui a eu un cancer, donc gastro-entéraux. Un giste, alors. Voilà, ce dont Oui. on avait parlé, il a été opéré, donc il doit suivre le protocole, il a aussi de la chimio, mais au niveau de son alimentation. Non, il a du Gleevec, c'est un antifacteur de croissance. Il ne doit pas de chimio. Il a ce qu'on peut appeler chimio qui n'est pas de la chimio. D'accord. Il a un traitement ciblé, si vous voulez, voyez. Au niveau de son alimentation, donc il avait commencé à suivre un protocole plus naturel, mais après son opération, on lui redonne des produits laitiers, de la viande. Erreur. Mais pourquoi? Parce que Danone est arrivé jusque dans les hôpitaux. Et que les diététiciennes sont formées par Danone. Jusqu'au jour où elles s'installent en ville et elles ont pigé. Ce qui veut dire qu'on a enlevé la tumeur, mais en lui redonnant. Mais bien sûr, on risque la récidive. Voilà, C'est aberrant. C'est aberrant. Donc faites-lui passer la vidéo. et par rapport au grand public, c'est-à-dire à toutes les personnes vivantes qui se nourrissent, que ce soit des enfants ou des personnes adultes, tout ce qui concerne les produits laitiers. La vache est sacrée. À proscrire. Par contre, la chèvre, un petit crottin de chèvre. On en a eu un ce matin du Périgord à Sarlat. Impeccable. Mais c'était chèvre. Ou alors un petit roquefort. Et d'autant plus que comme ça a du goût, vous serez rassasié rapidement. Hein, vous comprenez? Alors quand ça n'a pas de goût, hein, c'est la femme qui vous dit, moi, monsieur, je prends du 0%. J'ose pas lui dire que je le vois dans ses fesses. Voilà. 0%. Vous dites 0% de quoi? C'est pas 0%. Je vous jure, c'est du zéro stress. C'est écrit sur la bouteille, zéro stress coca. Professeur. Madame. Oui, professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Et qu'est-ce que pensez-vous du lait fermenté, genre kéfir? Bon, j'en pense moins de mal, mais encore une fois, je resterai sur la chèvre et la brebis. Et puis, connaissez-vous, vous, des mammifères, en dehors des humains, qui boivent du lait? Est-ce que vous avez vu le taureau aller à la vache boire du lait? Moi, j'ai vu le taureau aller sauter la vache. D'accord? Non, mais c'est la vérité. Si vous en voyez un qui va téter la vache, vous lui faites la photo. Vous allez gagner un prix. Hein? Question suivante. Puis on va arrêter. Oui, madame. Ah oui, pardon. Oui, pardon. Allez-y, allez-y. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un poser la question à propos d'une algodystrophie avec une plaie. Alors, on a un cas dans la famille et mon mari qui a une algodystrophie depuis 5 ans à la suite de son AVC. Qui n'a pas cicatrisé. Non, il n'a pas de plaie, mais il a des douleurs constamment Ah. et il n'a pas de traitement. Est-ce Alors, qu'il y a quelque chose? Ostéopathe ou chiropracteur? Ostéopathe ou chiropracteur? Oui. Vous l'avez vu ou non? Oui, mais bon, c'est. Alors, non. Il faudrait ça toutes les semaines, mais ça. Non, il n'a pas besoin peut-être... Non, mais attendez, il n'a peut-être pas besoin toutes les semaines. Moi, il m'est arrivé d'avoir une cervicobracalgie parce que j'avais opéré pendant des heures, j'étais crevé, fatigué, etc. Bon, et donc j'avais extrêmement mal, j'avais mal dormi. Ma femme me dit le lendemain, tu devrais aller voir mon chiropracteur. Je dis, tu as un chiropracteur, toi? Bon, eh ben, je vais voir son chiropracteur et je lui dis, attention, hein, vous me manipulez doucement, j'avais peur. Je lui montre la radio et tout, méfiez-vous parce que je vais vous faire une réputation dans les deux sens. Hein. Bon. Il m'a pris, m'a manipulé, guérison complète. Bon, j'ai eu une deuxième séance, nickel. Si je vais voir le rhumato, d'accord, ça sera remboursé par la Sécu. Il va me donner des anti-inflammatoires qui me brûlent l'estomac. Ensuite, il faut un autre médicament pour éviter la brûlure. Ensuite, il va me dire, je vais te faire une infiltration. Eh bien, bras d'honneur. Vous voyez? Parce que le rhumato, ils arrivent à voir aujourd'hui des fractures invisibles. Vous avez entendu ça? Des fractures invisibles. Il faut le faire quand même. Alors, je leur dis, mais comment tu fais pour voir des fractures? Ah ben, il me dit, on est bon. Bah ouais, tu parles que tu es bon. Mais moi, j'aimerais que tu me montres. Tout ça, c'est du vent. Bon, donc, il faut que vous ayez un ostéopathe, un chiropracteur, enfin, peu importe, une personne dans laquelle vous avez confiance, qui va effectivement repérer la zone du corps sur laquelle il peut y avoir tel ou tel nœud, tel ou tel problème articulaire au niveau du bassin, des vertèbres ou d'ailleurs, et qui va rétablir la chose. Mais entre nous, le rhumato, niet. Ah, vous êtes chiropracteur? Ben voilà. Vous avez un chiropracteur à côté.
Très bien. Encore une question à un monsieur là-bas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Depuis des années, je m'interdis les produits laitiers, le lactose, exception faite pour les bons camemberts ou les crus. Ah, Pensez-vous? bon, le bon camembert, vous ne le prenez pas entier. Pardon? Prenez un petit morceau. Un petit morceau. Oui, c'est ça. Bon, non, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a simplement, c'est que je vous dirais, essayez plutôt de prendre un fromage à pâte cuite. Parce que le fait que vous ayez une pâte cuite prouve que c'est passé à une température un peu comme quand nos mamans faisaient bouillir le lait autrefois. Vous vous souvenez qu'il y avait la couche épaisse. Et cette couche épaisse, c'était manifestement les facteurs de croissance qui étaient floculés, qui n'étaient plus actifs. Donc nous prenions effectivement du lait quand nous étions gosses. Bon, c'est vrai, mais c'était du lait qui était bouilli. Tandis qu'aujourd'hui, faites bouillir du lait à UGT, c'est trop tard. Vous avez la fine couche qui est du papier à cigarette. Et on pense même que ça, c'est pas certain. Il faudrait l'étudier. J'ai demandé à soit étudier, mais je n'ai pas encore les résultats parce que ça coûte cher de le faire. On se demande si on ne les renforce pas en faisant bouillir les facteurs de croissance. C'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, bon, bah, la vache elle est sacrée. En Inde, elle est sacrée. Hein. Si vous avez une vache devant la route, les bagnoles l'attendent. Voilà. Et puis quand elle s'en va, on continue. Bon, elle est sacrée. Bon. Eh ben, moi, je sais bien que Danone a dit, Joyeux, il dit que le yaourt il tue. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est un cadeau la veille du départ dans l'au-delà. Un cadeau, c'est pas pour tuer. Vous comprenez? Voilà. Alors si en plus vous mettez du miel, mais moi je préfère le miel pour l'instant sans le yaya. D'accord? Bon, on va conclure. Moi, je vous remercie beaucoup. Vous avez eu donc mon adresse Internet pour ceux qui auraient des questions éventuellement à poser. Et je vous remercie et je remercie énormément Élise pour des secrets de miel qui a permis cette conférence, qui en permettra certainement d'autres. Et donc, merci également à la jeune équipe qui a pu filmer tout cela et qui va diffuser très largement, sans aucun problème, tout ce que nous avons dit ce soir. Merci à tous. Bonne santé à tous.